Ainsi, nous commençons notre conférence cet après-midi. Nous connaissons tous le thème qui dit comment bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ce qui revient à nous, jeunes Congolais, à connaître certaines réalités sur ces thèmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons recevoir le président élu, Martin Fayulu Madidi, qui va animer cette conférence. Il va exposer et nous aurons le temps de lui poser des questions sur le thème et sentons-nous très à l'aise de partager avec lui. C'est un papa bien, c'est un président bien. Alors aujourd'hui, nous, peuple, le choix, nous sommes heureux de le recevoir sur le sol. Le choix, nous allons partager avec lui. Alors pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons lui céder le micro, mais avec votre honneur, est-ce que nous pouvons encore une fois plus accueillir sa présence? Bon après-midi. Comment allez-vous? Comment vous sentez d'être ici à Lubumbashi avec vous? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes content de me voir ici? Vous êtes content? Chers amis, chers jeunes Congolaises, jeunes Congolais, la vie vous appartient. Le présent du Congo, c'est vous. L'avenir, c'est vous aussi. C'est une chance inouïe d'avoir une jeunesse. C'est une chance inouïe d'avoir une main-d'œuvre, d'avoir l'intelligentsia dans un pays. Vous savez que l'âge médian au Congo est de 19 ans. Cela veut dire qu'il y a 50% des Congolais qui ont moins de 19 ans et il y a 50% des Congolais qui ont plus de 19 ans. Mais 60% des Congolais, 65, même 70% des Congolais sont jeunes, comme vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons des ressources humaines, des ressources intellectuelles pour construire ce pays. La façon dont le pays se comporte aujourd'hui, quand vous prenez tous les classements du monde, classement, prenons le plus simple, au niveau des produits intérieurs bruts. Est-ce que nous sommes contents d'être parmi les derniers pays, le moins nantis ou pas le moins nantis, le moins riche du monde, réellement? Est-ce que nous sommes contents? Non. Quand on vous décrit les Congos, qu'est-ce qu'on dit? Je vais faire ma description. 2 345 000 km². Donc, vaste territoire. 26 provinces. 110 millions d'habitants aujourd'hui. Ressources naturelles énormes. Eau, forêt. Ressources minières. Le coltan, le diamant, le cuivre, le cobalt, les lithium, l'étain. Tout ici. Et certains de ces produits, nous sommes premiers pays producteurs du monde. Le cobalt, nous avons plus de 60% des réserves de cobalt du monde. Le coltan, nous avons plus de 60% des réserves de cobalt du monde. On nous appelle aujourd'hui le poumon du monde. Avec les changements climatiques. Le Congo a son grand fleuve. Le Congo a des lacs. Le Congo a tout. Mais nous mourons de faim. Certainement, certains d'entre vous, vous êtes venus ici faire ce sacrifice et venir écouter le pays. Mais beaucoup n'ont
situation? Pourquoi on ne mange pas à notre faim? Pourquoi il y a des gens qui deviennent millionnaires, milliardaires au Congo, mais les Congolais souffrent? Eux-mêmes ne bénéficient pas des ressources naturelles que Dieu a dotées leur pays. Pourquoi? C'est pour cela que je dis, la question qui est posée, comment bâtir une nation et comment faire que cette nation-là, le Congo, soit un pays libre, un pays fort, un pays digne et un pays prospère. Vous allez tout à l'heure intervenir, certainement, vous allez donner vos avis. Moi, je pense ceci. Nous, au niveau des décidés et au niveau de l'avocat, nous avons obtenu un congrès, le deuxième congrès ordinaire du parti à Kisangani, du 11 au 14 juillet dernier, sous le thème Congo Ekolo Mongo. Qu'est-ce qu'on dirait en Swahili? Congo Inji Moya. Boalou Ditunga. Ok. Je connais, hein? Et yo. Pas ça qui dit là. Qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre le problème du monde, pour qu'on ne soit plus la risée du monde? Tout est contenu ici. On vous a distribué un petit dépliant qui résume ce livre, ce petit bouquin, le manifeste de Kisangani. Le manifeste de Kisangani, c'est le résultat d'un travail minutieux. C'est d'abord la vision de l'idée. Vous allez lire. La vision de l'idée a donné naissance au projet de société de l'idée qui s'appelle Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo. Avec les missions que l'idée s'est données, les valeurs de l'idée, les valeurs que l'idée défend, vous les avez là-bas, 13 valeurs. Vous allez lire, en commençant par l'amour, le travail, la justice, la liberté, et ainsi de suite. La diversité, parce que nous avons des femmes ici, des hommes, nous avons des personnes vivant avec un handicap. L'intégrité. Et l'intégrité, c'est ce qui fait défaut dans notre pays, parce que toute personne qui dirige une institution de l'État au Congo pense qu'il doit devenir voleur, qu'il doit voler l'argent pour qu'on le respecte. Est-ce que vous respectez les voleurs? Quelqu'un qui est riche parce qu'il a volé la République, vous le respectez? Parce qu'il est la cause de vos malheurs. Il est la cause du sous-développement du pays. L'argent de l'État, c'est pour réaliser le projet de l'État. Ce n'est pas pour voler. Ce n'est pas pour aller dans les poches de quelqu'un. Donc, les valeurs de l'idée, ces valeurs sont importantes. Un homme, une femme qui n'a pas de valeurs n'est rien. C'est comme un papier. Même s'il est millionnaire, même s'il est milliardaire. Malheureusement, pour certains, ces gens-là viennent vous acheter. Les jeunes. On va vous donner un t-shirt. On va vous donner $10. 10 000 francs. 2 000 francs. Vous allez voter. Donc, c'est très important. Quand vous rentrez chez vous, s'il vous plaît, jeunes gens, faites un effort de comprendre ces valeurs. Dans un autre document, on pourra vous le faire parvenir. Chaque valeur est définie. Mais aujourd'hui, c'est très simple. Même si vous dites amour, vous allez à l'église, l'amour, c'est les 4e commandements du chrétien.
dit le travail. Est-ce qu'il faut vous définir le travail? Même la Bible dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, comment gagner la vie? Donc avec ces valeurs, le projet de société et aussi les multiples discussions que nous avons eues avec les Congolaises et les Congolais de partout. Qu'est-ce que vous pensez de votre pays? Qu'est-ce que vous pensez dans ces domaines? Et voilà, nous avons mis en place ces manifestes. Ces manifestes est réparti en 4 parties. Pour répondre à la question posée, il faut résoudre ces problèmes, ces 18 défis. Le premier, c'est lesquels? La première partie, c'est ce que nous appelons les prérequis. Quels sont les prérequis? Les prérequis, c'est-à-dire, nous sommes dans un numéro ici. Avant, quand on a élaboré le plan, ça c'est un plan. Mais dans le plan, on a commencé par quoi? On a commencé par quoi? La fondation. La fondation, combien de murs? 4 murs. 4 murs de fondation, c'est ça pour nous, les prérequis pour les Congos. C'est-à-dire, les premiers prérequis, le premier mur de fondation, c'est un état de droit. Un État où les citoyens respectent la Constitution et les lois de la République. Un État où tout le monde est soumis à la même loi, à la même justice. Un État où si tu voles l'argent de l'État, vous allez en prison. C'est la première chose. État de droit. Et vous voyez, dans beaucoup de pays, comme les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France et tous, le Japon, la Corée du Sud, c'est la première chose. Vous volez l'État, vous ne pouvez pas résister. Vous êtes arrêté. L'État de droit. Vous m'avez compris? Deuxième mur de fondation. L'intégrité territoriale. La pacification du pays. L'intégrité territoriale veut dire que le Congo, qui a 2 345 000 km², donc toutes ces frontières doivent être respectées. Toute personne qui vit à l'intérieur de ces frontières doit être protégée. C'est ça l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, est-ce que vous ici à Lubumbashi, vous êtes à l'aise quand vous appelez que Bunagana est occupé par d'autres pays ou par les éléments d'autres pays? Est-ce que vous êtes content que Kiwanja aujourd'hui soit entre le main des M23, et même si les M23, on le dit, ils se sont déplacés légèrement, et que c'est une force étrangère qui occupe Kiwanja et les autres contrées, Bunagana et autres, et on demande aux forces armées congolaises, aux militaires congolais, de ne pas mettre leurs pieds dans leur propre pays, dans une partie de leur pays. Est-ce que nous sommes contents? Non. Est-ce que nous avons un État? Si les forces armées, l'armée nationale, qui est chargée d'assurer l'intégrité territoriale, on demande à cette armée de ne pas mettre ses pieds dans certaines contrées du pays. Est-ce que nous sommes un pays souverain? Donc c'est très important, l'intégrité territoriale. Si vous lisez l'article 63 de la Constitution, de notre Constitution, il est dit que c'est un droit et un devoir sacré pour tout Congolais, toute Congolaise, de défendre l'intégrité territoriale. Troisième mur de fondation, c'est ce que nous appelons la cohésion
Nous devons vivre comme enfants d'une même famille. Si on dit, oh non, toi tu es de telle tribu, toi tu es de telle autre tribu, c'est la division. Si vous dites que non, l'autre est de Maniema, moi je suis des Katanga, c'est la division. Seulement, si vous dites que vous êtes des Katanga, c'est bien, on appartient à quelque chose. Parce que vous allez réduire l'appartenance jusqu'à arriver à la famille. Ça commence par la famille élargie, et puis à la famille de vos papas, votre maman et vos frères et sœurs. Vous allez arriver à ça. Si vous dites que non, moi je suis katangais, il faut en être fier. Mais ça ne doit pas être la motivation première. Moi, Martin Fayou, si je décide de venir m'installer ici, de vivre ici, d'avoir mes intérêts ici, d'élever mes enfants ici, mes petits-enfants ici, mais vous allez m'appeler qui? Qui? Très bonne réponse. Je suis katangais. Je paye mes impôts au Katanga. Ça aide l'État à développer la province. On construit les routes avec les impôts que moi je paye, que tous les citoyens payent. Je participe au développement de la province, de la ville. Je suis katangais. Regardez la notion. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Je suis citoyen katangais. Aux États-Unis, on ne demande pas, oh non, tu es Missouri, de Dieu. Oui, toute personne qui décide d'aller vivre là où il s'établit, où elle s'établit, la personne, il devient citoyen. L'essentiel, c'est que de participer au développement de la ville, de la commune ou de la province. S'il vous plaît, la cohésion nationale, c'est quelque chose d'immense, d'énorme. Pour nous, c'est un mur important. Quand les gens viennent ici, certaines personnes disent, ah oui, nous sommes les Né-Congo. Les Né-Congo au Congo central. Mais les Né-Congo, et puis, ils vont à Matadi pour faire une réunion. Ils sont 30 personnes. Ils commencent à regarder qui est de la Lukaya. Ok? Qui est des bas-fleuves, qui est des cataractes. Alors les Né-Congo c'est fini. Maintenant la division devient Lukaya, cataracte, bas-fleuve. Ça ne va pas. On est fiers d'être Né-Congo, mais soyez fiers d'avoir une nation plus importante, une dimension une citoyenneté plus importante qui est le Congo. C'est une fierté d'avoir 2 345 000 km², un État énorme, un vaste territoire, et d'avoir 110 millions d'habitants. C'est ça la force, c'est ça le marché. 110 millions d'habitants. C'est un marché important. Cela veut dire que si toi, tu décides de monter ton usine, tu as 110 millions de consommateurs potentiels. C'est ça que ça veut dire. Mais le pays qui a seulement 5 millions, vous voyez la différence? Vous voyez comment vous pouvez être riche? Pourquoi il y a des milliardaires aux États-Unis? Pourquoi l'Union européenne était obligée de se mettre ensemble? Ils ont commencé petit, ils sont passés à 6, à 9, et puis vous connaissez l'histoire de l'Union européenne. Pourquoi ils n'arrivent pas en Europe de compétir avec des idées comme l'idée de Facebook, comme TikTok? Vous voyez TikTok aujourd'hui? Pourquoi TikTok s'est développé facilement? C'est un marché chinois énorme. Et ça, c'est important. J'insiste sur la cohésion nationale, c'est l'essence même d'un peuple, d'un pays, pour qu'il réussisse ou il arrive à faire autre chose. 4e mur, c'est la gouvernance intègre. La gouvernance intègre, l'argent de l'État, c'est à l'État. Tolérance, zéro, corruption.
vous volez, monsieur, madame, votre place, c'est où? C'est où? 10 sur 10. L'autre a dit Kassamba. Hein? Je connais, c'est pour ça que je comprends. La prison. Avec une chose il est important que les gens apprennent à respecter les trésors publics, à respecter l'argent de l'État. Vous devez gérer l'argent, comme on dit, comme un bon père de famille. L'argent que vous voyez là, ce n'est pas votre argent. Vous voyez des millions, des milliards passer, ce n'est pas vous. Vous, on doit vous payer un salaire. Ceux qui travaillent dans des grandes sociétés, mais celui qui travaille dans des sociétés comme Samsung, Hyundai, qui ont des revenus de 50 milliards par an, 50 milliards, est-ce que le président ou le directeur financier de ces sociétés-là, ces directeurs financiers peuvent voir que cet argent c'est à eux? Non. Comment ici, quelqu'un qui devient ministre, il pense qu'il doit devenir plus riche que tout le monde? Quelqu'un qui devient président de la République, lui, sa femme, ses enfants, sa famille, il croit que les ressources du pays sont les ressources. Ça doit cesser. Ça va faire quoi? Cesser. Vous devez vous jeune, parce qu'on est en train d'hypothéquer votre avenir. On est en train d'hypothéquer vos vies. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, ici, quelqu'un qui travaillait à la Gécamine, c'était un grand monsieur, une grande dame, sa famille, ses enfants avaient une vie normale, pas normale, plus que normale. Aujourd'hui, il y a des retraités de la Gécamine qui attendent encore de recevoir l'air d'habilité de sortie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y en a qui sont morts et tout ça. La Gécamine, ce n'est plus la Gécamine. Pourquoi? C'est à cause de nous, Congolais. Mais les sociétés équivalentes des pays autres qui étaient concurrents de la Gécamine, qui à l'époque, on les classait au même niveau, sont très loin. Ils ont développé d'autres business. Et nous, tout ça parce qu'on a confondu la caisse de l'État et sa poche. Les dirigeants ont cru que la Gécamine, l'argent de la Gécamine, c'était de l'argent. Je venais à Lubumbashi. Quand je vois Lubumbashi aujourd'hui, j'ai des larmes aux yeux. Ce n'est plus cette belle ville que j'ai connue. Il y a des bateaux partout aujourd'hui. Vous faites un pas, les gens débattent l'argent. La pauvreté dans cette ville de la Gécamine, Lubumbashi. Je travaillais pour une société ExxonMobil et on était sponsor de beaucoup de courses des Grands Prix Formule 1. Chaque Grand Prix de Formule 1, Mobil envoyait les gens de la Gécamine parce que c'était une des grandes sociétés qui comptait dans le monde. Les portefeuilles du pays pour la Gécamine, de la société, quand on regardait les comptes de Gécamine, c'était énorme et ça permettait à cette compagnie de sponsoriser, de prendre les gens de la Gécamine, de les envoyer pour voir, comment dire, la Formule 1. Ça permettait à cette société de prendre certains Congolais ici, de les envoyer dans les grands prix d'athlétisme. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille à la Gécamine, je ne sais pas, ils ne savent pas rien. Donc c'est très important. Voilà les 4 prérequis de notre manifeste de Kisangani, les 4 prérequis pour mettre des bases et commencer le développement du Congo. Alors, on commence par quoi? Deuxième catégorie sont les priorités. Je vais être didactique. Je parlais 1 des prérequis, 2, je dois prérequis ou préalable, utiliser les termes que vous voulez, 2 maintenant les priorités. Si on vous demandait d'établir un plan,
chers camarades, chers enfants, l'éducation, c'est la clé. La Suisse n'a pas de ressources. En ressources naturelles, l'argent qui sort du sol, du sous-sol suisse. La Suisse est moins riche que Kolwezi, les là-bas. La Suisse est moins riche que Walikane, dans les nord du. Mais aujourd'hui, si on cite les grandes multinationales du monde, la Suisse peut vous donner 3, 4, 5 multinationales. En commençant par Nestlé. Vous connaissez Nestlé? Je sais que vous connaissez. Mais pourquoi? L'intelligence, l'éducation, la tête. Vous pouvez tout manquer. À Singapour, il n'y a rien. Singapour, il n'y a rien. Mais Singapour, c'est parmi les pays développés aujourd'hui. Vous pouvez avoir des ressources naturelles comme vous voulez. Mais si vous n'avez pas des enfants du pays, hommes et femmes, pour les développer, pour les rendre maintenant en richesse palpable, pour créer ce qu'on appelle en économie de la valeur ajoutée, ça ne servira à rien. Vous voyez les cobaltes qu'on sort des Kolwezi, des là-bas, mais les prix de base, c'est combien? Mais quand vous allez arriver aux batteries qu'on utilise dans les voitures électriques, vous voyez la différence de prix? Quand vous regardez les coltans qu'on sort de nos terres, le prix de base, à combien on vend? Mais quand ça atterrit dans les appareils téléphoniques que nous avons, vous voyez les prix, vous voyez la différence. Et nous ne pouvons pas développer ça, donc on ne peut pas donner de la valeur ajoutée. Et c'est ça, c'est l'éducation qui rend ça. C'est l'éducation qui libère l'homme, qui libère la femme. C'est l'éducation qui fait que vous ne pouvez pas commettre n'importe quoi. C'est l'éducation qui fait que si un dirigeant vole, vous lui dites, monsieur, vous avez volé. Parce que vous avez été éduqué, vous avez été développé mentalement, moralement, intellectuellement. Donc l'éducation, c'est la première priorité. La deuxième priorité, vie sociale. Voilà. Il dit que la deuxième priorité est vie sociale. Mais je le comprends. Parce que la deuxième priorité, c'est l'agriculture. L'agriculture, parce qu'il faut donner à manger au peuple. Regardez ici les vastes terres que nous avons. Depuis l'aéroport hier, on me dit Fayoulou, ici nous avons un problème. La farine a augmenté, le maïs a augmenté. Il y a des gens qui citent 65 000, 80 000. Est-ce que c'est normal? Avec des vastes étendues que nous avons, des terres que nous avons, est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas, dans ce pays du Congo, cultiver pour donner à manger aux Congolais et aux Congolais? Quand vous voyez l'Ukraine, comment, tout le monde, moi compris, je ne voyais pas la taille de l'Ukraine ou l'importance de l'Ukraine dans l'agriculture. Mais quand on a eu cette guerre, tout le monde dit à nous, on aura le problème de blé, on aura le problème de maïs, on aura le problème des engrais. J'ai regardé, je suis parti faire des recherches, j'ai vu que l'Ukraine avait 3 fois moins de terres arables que la RDC. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'agriculture. Troisième priorité. Qui veut oser? L'eau potable. Donc, la santé, l'eau potable, l'électricité, ces 3 choses-là, c'est ce qu'on appelle les biens sociaux de base. L'homme doit boire de l'eau propre, l'eau potable. L'homme a besoin de routes. Pardon. L'homme a besoin de l'électricité. L'homme a besoin de se faire soigner, les hôpitaux. Donc c'est clé. Si nous sommes en bonne santé, nous avons de l'eau, nous avons de l'électricité. Et l'électricité est le moteur de beaucoup de choses. L'eau est le moteur de beaucoup de choses. Je passe. 4e priorité.
Pardon? Maternité. Infrastructure. Voilà, vous avez juste. Les infrastructures. Pour aller à Colombésie ici, si je quitte ici, Lubumbashi, pour aller à Ilebo, pour aller à Kananga, j'ai fait le voyage le plus long de ma vie jusqu'aujourd'hui. Je l'ai fait en 1986 ici. J'ai pris le train ici pour aller à Kananga et à Ilebo. Et j'ai pris le train. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce train-là marche encore. Mais aujourd'hui, maintenant, on dit que ça fait des jours et des jours. Déjà, à l'époque, mais depuis ce temps, 86 jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? Mais depuis combien de temps on n'a pas réussi à développer la ligne? On n'a pas réussi à construire des routes. Pour se déplacer ici, pour aller à Kinshasa, l'avion, qui coûte cher, qui est erratique. On vous dit, voilà l'avion Congo Airways, c'est tel jour, à telle heure, vous arrivez là-bas, vous passez toute la journée, on dit que non, l'avion a été réquisitionné, revenez demain. Mais vous allez en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est à peu près le même nombre d'habitants que nous, ils sont un peu plus élevés que nous. Mais regardez l'Éthiopie, Ethiopian Airways, les lignes, les routes. Je suis parti, j'ai circulé en Éthiopie, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Je pouvais prendre la voiture et faire 500 km. Si vous voulez quitter Addis Abeba, aller à Mekele, l'avion est là. Vous avez peut-être 2-3 voyages par jour. Lubumbashi, Kinshasa, on devait avoir au moins 5 vols par jour. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les infrastructures, pas simplement les routes, mais infrastructures aéroportuaires, infrastructures ferroviaires, infrastructures lacustres, nous avons les fleuves ici. Le fleuve, on a chanté le fleuve Congo, et balayé à Congo. Ils n'ont pas porté de là. Donc, quand vous prenez, et c'était le développement, l'ONATRA, c'était la première compagnie qui a développé ce pays, l'ONATRA. Parce que après l'ONATRA, SNCC, bon, la compagnie a changé tellement de nom. Et c'était la fierté de ces pays. Donc, nous sommes obligés d'investir sur les voies de communication, sur les infrastructures dans notre pays. Autre priorité, l'entrepreneuriat. Qui ici veut demain devenir son propre patron ou sa propre patronne? Qui? Voilà. Voilà. Vous êtes nombreux. Mais quelles sont les chances, les opportunités que le pays vous offre pour que demain, vous soyez vos propres patrons, que vous ayez vos entreprises, que vous contribuez au développement du Congo, que vous amenez de la valeur ajoutée? Si je vous dis, allez, donnez-moi le plus grand entrepreneur, 10, ok, de sociétés congolaises ici au Katanga. Vous serez un jour de féliciter des sociétés, des compagnies, des Congolais ou des Congolaises. Est-ce qu'il y en a? Comment dans un pays, si j'avais posé la question à un Nigérien, il allait me dire Aliko Dangote, Dakata, et ainsi, il va me citer 10, non même 20, mais qui ne sont pas des millionnaires, mais des milliardaires. Quand il y a eu la Covid, on a demandé aux gens d'aider le pays. Moi, j'ai regardé ici, tous nous avons fait des appels, aider. Mais combien de gens, même l'Église catholique a fait l'appel, combien de Congolais ont aidé? Ils ont donné combien? Mais au Nigeria, 20 milliardaires sont sortis, ils ont donné chacun boum, boum, boum. Vous voyez la puissance du pays. Mais vous, les gens prennent l'argent ici, ça va à l'étranger. Ça va construire à l'étranger, pas dans notre pays. Donc, 5e priorité, l'entrepreneuriat, et c'est très important. Ayez cette idée-là. Moi, j'ai vu des jeunes
dit que non, moi je vais faire ceci, je construis, je m'engage, étudiez, spécialisez-vous, osez, mais il faut qu'il y ait des structures pour aider les startups, une banque d'affaires, une banque pour aider les nouveaux qui commencent, une banque d'agriculture pour aider ceux qui vont dans l'agriculture, dans ce secteur-là. Je reviendrai. 6e. Voilà, merci. L'écologie, on nous appelle poumon du monde, un des poumons du monde. Nous, les Congos, le bassin du Congo. Mais l'écologie, c'est vaste. Regardez comment vous abîmez Lubumbashi. Comment vous abîmez les Katanga. Allez à Kolwezi, c'est insupportable. Il y a des trous partout. Regardez la grande ville, la vieille ville ici à Lubumbashi. Comment c'était tracé. Les grandes avenues, les grandes rues. Comment c'est beau, c'est paisible. Les arbres. Mais ce que nous-mêmes nous construisons aujourd'hui, c'est des rues de 4 mètres. 2 voitures ne peuvent pas se croiser. Est-ce que c'est normal? Pas de planification. On fait tout comme si on vivait dans la jungle. On fait tout comme si on n'a pas vu avant. L'homme se sert aussi des expériences. Mais l'expérience que nous l'avons ici. Nous avons vu la ville ici, comment la ville a été tracée. Pourquoi quand nous avons tracé nous-mêmes dans les nouveaux développements, et nous ne nous référons pas à ce qui a été fait avant. Donc l'écologie est importante. L'écologie, vous avez compris, même vous ici, le Lubumbashi, il faisait très froid, même à cette période. Et, vous avez encore la chance de vivre. Si vous allez à Kinshasa, vous ne pouvez pas respirer. Et même ici, la température commence à changer. Donc nous devons faire un effort. L'écologie, il ne faut pas aller couper les bois. Il faut trouver d'autres sources d'énergie. Il faut développer autre chose. L'intelligence doit travailler. Ça, ce sont les 6 priorités que nous avons. Si nous nous concentrons là-dessus, je vous le dis, chers amis, le Congo demain. Et si on commence demain quand je dis 2023, 2024, et en 2027, vous allez voir les visages du Congo va changer. 3e catégorie, c'est ce qu'on appelle, nous appelons les défis, les autres défis. Je vais aller vite, je vais les citer. C'est d'abord l'identité culturelle congolaise. Nous avons une identité. Nous sommes un peuple divers. Il y a une diversité ici qui est énorme. Diversité déjà de langues. Quand j'entends les gens chanter, tout à l'heure j'étais subjugué. Et quand on lisait notre déclaration et les gens chantaient, je ne pouvais pas me retenir, j'ai commencé à applaudir. Et si c'était dans d'autres occasions, je pouvais même m'excuser un pas de danse. Ça, quand on chante dans nos langues, ça va dans les tripes. C'est une beauté extraordinaire. Toutes les langues du Congo, c'est une richesse énorme. Mais notre culture, ce que nous avons comme masse, ce que nos aïeux ont fait, ont produit. Vous avez vu les rois de Belge venir ici avec des masques sourds. Vous connaissez la valeur de ces masques. Quand vous regardez le travail qu'il fait, on dit voilà ces gens. Et comment vous pouvez traiter ces gens comme des gens qui n'ont pas connu la civilisation? Donc, à travers notre culture, à travers notre musique, par exemple, regardez nos musiciens. Quand vous allez en France, en Europe aujourd'hui, tous les musiciens qui sortent, ce sont beaucoup plus d'origine congolaise. C'est une richesse énorme. Les œuvres, les tableaux aujourd'hui, l'art contemporain africain est représenté par les. Il y a des artistes congolais aujourd'hui qui ont des œuvres de $1 million. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Qu'est-ce que nous faisons? Et pourquoi les jeunes gens n'investissent pas dans ces domaines pour que demain, ils gagnent de l'argent? Pourquoi nous n'investissons pas dans ces domaines pour que demain, ça soit l'objet du tourisme, que les gens viennent voir?
aller dans nos villages, voir ce qui se faisait là-bas, arranger tout ça. L'identité culturelle congolaise. L'identité culturelle ne veut pas dire on va se réapproprier, on va aller chez nous. Non. On doit développer ça pour que les autres voient ce que nos ancêtres étaient, ce qu'ils nous ont légué et ce que nous sommes réellement. Parce que un peuple qui se connaît, qui est fier de lui, et c'est un peuple riche. C'est un peuple qui n'a pas peur. C'est un peuple qui n'a pas honte de lui. C'est un peuple qui utilise ce qu'il a pour montrer aux autres sa valeur. Nous avons ici, par exemple, quand on parle de la religion du kimbakisme, par exemple, c'est quelque chose qui a été ici. Est-ce qu'il y a de la valeur dedans? Est-ce qu'il y a une fierté dedans? Tout ça, il faut que nos enfants apprennent tout nous venons, qui nous étions, comment est arrivé le colonialisme, qu'est-ce que les colonialismes ont fait pour éviter que nous soyons des néo-colonisés. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants sont des néo-colonisés. Quand un Européen dit quelque chose, ah oui, tout de suite, sans regarder, il dit, oui, moi je dis amen simplement dans la parole de Dieu, l'évangile. Je ne dis pas amen quand quelqu'un me dit quelque chose, je réfléchis d'abord, je dis est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. L'identité culturelle congolaise, et puis nous avons la citoyenneté, la femme, la famille, les personnes vivant avec handicap, vous allez lire dans les documents. Troisièmement, nous avons la jeunesse engagée pour le développement. Vous là, comment vous vous engagez pour le développement? Jeunes gens, engagez-vous. Tous les pays du monde aujourd'hui vivent grâce à leur jeunesse. Tous. Mais nous, les jeunes sont devenus comme des vassaux qui servent de maîtres. On les envoie aller chanter, on les envoie aller se battre, on les envoie aller faire des choses qui ne sont pas normales, qui ne les valorisent pas. Et ils y vont. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. C'est pour ça que l'éducation est importante. Ressaisissez-vous, jeunes gens. Parce que l'avenir de ce pays, c'est vous. L'avenir, c'est nous. Le présent de ce pays, c'est vous. Les élections arrivent. Quelle est la place de la jeunesse? Vous devez être candidat, certains d'entre vous. Mais vous devez aussi expliquer à vos parents. Expliquez à vos parents qui voter, pourquoi voter. Mais nos parents savaient à l'époque, quand il y a eu des élections, les gens venaient avec des programmes. Aujourd'hui, les gens vont vous dire, ah non, écoutez, votez-moi parce que je vais vous faire un forage ici. Mais ce n'est pas son problème. Le forage n'est pas le travail des députés. Honorable Gassé Poitiers, qui est le député des sièges au Parlement. Son travail, ce n'est pas aller là-bas, par exemple, pour commencer à faire des forages. Mais son travail, c'est de lutter, de faire comprendre aux gens que notre pays est pris par le Rwanda, l'Ouganda et maintenant par Eastern African Community. Et notre pays doit sortir, expliquer les violences. Pourquoi ces violences? Faire comprendre au peuple que ce peuple doit se prendre en charge. C'est ça le travail de l'État. Jeunes gens, je compte sur vous. Je vous le dis, je compte sur la jeunesse. Je ne compte pas sur les gens qui pensent qu'ils doivent remplir la poche. Je peux vous raconter mon histoire. Je peux la raconter. Mon expérience. Comme vous me voyez ici, je pouvais être un monsieur riche. Je pèse bien le mot. Extrêmement riche si j'étais voleur. Comprenez? Je travaillais dans une société pétrolière. J'étais directeur général dans beaucoup de pays en Afrique et je pouvais voler de l'argent. Mais vous n'allez nulle part. Et je connais ceux qui ont volé, aujourd'hui n'ont rien. Vous devez vous engager à posséder le savoir. Vous devez vous engager à réagir par rapport à ce qui se passe dans votre pays.
par rapport à l'opération d'enrôlement. On a enrôlé les gens. On a mis en place ici des centres d'inscription et d'enrôlement. Mais vous avez bien compris qu'au Katanga, on a envoyé moins de kits. N'est-ce pas? Regardez le nombre de kits. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je peux vous donner le nombre de kits qu'on a envoyés dans chaque province du Katanga, dans les 4 provinces. Moins de kits, pourquoi? On veut diminuer les nombres d'enrôlés. Comment voulez-vous, ici au Katanga, qui reçoit l'exode rural, l'immigration, parlons comme ça, je ne sais pas si c'est le moins approprié, mais l'exode rural, donc les gens qui quittent d'autres provinces pour venir ici, mais on baisse le nombre de kits. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais qu'est-ce que vous les jeunes, vous avez dit? En France, aujourd'hui, on veut passer l'âge de la retraite à 64 ans. On avait 65 ans, la pression, on a baissé à 64 ans. Mais les gens marchent. Les gens marchent. Si vous ne réagissez pas, si vous ne faites rien, on va dire, bon, ben voilà, ils ne voient rien, on va continuer à les maltraiter. Pourquoi ils font ça? Parce que demain, ils veulent de nouveau tricher. Comment la jeunesse doit faire pour arrêter la tricherie? Parce que arrêter la tricherie, c'est votre problème. Pourquoi c'est votre problème? Parce que vous voulez demain des dirigeants qui soient légitimes, que vous avez élus sur base d'un programme, comme je suis en train de vous proposer ici. Le manifeste, c'est l'avant-projet de notre programme. Les 18 défis, là, la première catégorie des prérequis, les priorités, et maintenant je suis dans les autres défis, ça va être développé point par point avec des actions précises pour développer ce pays. Que fait la jeunesse? Vous êtes devenu la jeunesse en divagation, la jeunesse qui ne sait absolument où aller. Quelle est votre pression? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous ne pouvez pas, étudiants, vous réunir et aller dire au gouverneur ce que vous faites, ce n'est pas bon? Allez voir le gouverneur, demandez-lui un rendez-vous pour discuter. Allez voir le maire, allez voir les députés, organisez des réunions avec les députés. Les députés, est-ce que vous voyez les députés? Est-ce que vous discutez avec vos députés? Non. Les étudiants à l'époque, des Liminous, c'était des messieurs, des dames, qui contribuent au développement du pays, qui les valident. Voilà, c'est très important, la jeunesse. Autre défi, c'est l'élite congolaise. Jeunesse, vous avez l'élite. Que fait l'élite congolaise? L'élite congolaise se cantonne simplement dans des zones de confort. Il sait que, bon, voilà, moi, dans les gouvernements, je m'organise pour avoir mes 2, 3, 4 ou 5 000 dollars par mois, par mes comptes, je ne sais pas, mais je ne parle pas. Il n'y a aucun pays qui s'est développé sans son élite. L'élite voit clair, voit plus loin et pousse les gouvernants à changer de comportement, pousse le gouvernement à arrêter de voler, pousse le gouvernement à développer des politiques adéquates pour le pays. L'élite congolaise a totalement démissionné. L'élite religieuse, la même chose. Aussi, quand je dis l'élite religieuse, comme les politiques, maintenant les bons prêtres, les bons pasteurs, maintenant ils sont confondus avec des aventuriers qui viennent. Il a appris 2-3 versets, il dit que moi je suis pasteur, il commence à enseigner. Et là, ça pétait sur tout le monde. Or, on a élu ici des prêtres. Ce pays est un pays avant-gardiste. On a, quand vous prenez, par exemple, Monseigneur Fulgence Mouteba, je ne sais pas, moi, je lui ai dit ce matin que quand il passe sur les RFI, quand il parle, j'aime beaucoup ses réflexions. Beaucoup ses réflexions. Mais maintenant, il va être noyé dans la masse. On va le confondre avec tout le monde parce que, comme on dit dans une loi économique qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne.
S'il y a trop de médiocres, et les médiocres vont chercher les bons, parce qu'il va dire, ah, quand je parle, il n'y a plus d'égo. Mais si les élites, que ce soit les élites normales, religieuses, font un travail pour faire avancer ce pays, nous allons avoir gain de cause. Tous les dimanches, ici, les gens vont à l'église. Le matin, quand vous voyez les gens, ils prient, tout le monde prie. Priez, est-ce que vous craignez Dieu réellement? Est-ce que vous craignez Dieu? C'est la question, parce que si vous trompez Dieu, vous trompez vous-même. Autre défi, c'est la diaspora. La diaspora. Qu'est-ce que la diaspora congolaise? Aujourd'hui, j'ai discuté avec des gens à l'extérieur pour parler de notre pays. Comment le Rwanda, comment l'Ouganda nous attaque, comment ils font. Il dit, mais M. Fayou, ce que vous me dites, c'est la première fois que j'entends ça. Ah bon? Mais les autres là-bas, les Rwandais, ils passent, ils donnent des situations, même de mensonges, et les gens gobent ça. Mais qu'est-ce que nous, la diaspora, nous sommes près, ou même plus, de 10 millions à l'étranger. Comment nous pouvons être les avocats de notre pays? Comment nous pouvons être la diplomatie de notre pays? Parce qu'on n'a pas de diplomates. On n'a pas la diplomatie d'État n'existe pas. Et la diaspora doit faire un travail à ce niveau. La diaspora ne doit pas se contenter simplement à envoyer de l'argent ici, et puis après. Juste l'argent improductif pour enterrer les morts, pour des fêtes, et ainsi de suite. Non! Et c'est important, c'est un poste clé. Il y a beaucoup de diasporas qui ont développé leur pays. Il y a beaucoup de diasporas qui ont contribué à l'émancipation, à la moralisation, à la conscientisation et à l'élan, à l'éveil démocratique de leur pays. Donc, c'est un autre défi. Le dernier, c'est la coopération régionale et internationale. C'est un défi énorme. Nous sommes ici aujourd'hui. Avec la Zambie, nous devons avoir de bonnes relations. On doit collaborer. Avec le Rwanda, l'Ouganda, ainsi de suite. Mais pourquoi l'Ouganda et le Rwanda pensent que, en tout cas surtout le Rwanda, que lui, donc le pays, le Rwanda, doit avoir une bourse de nos terres? Pourquoi? Et nous allons dormir? Non. Et la coopération avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, nous avons la CPGL. Je ne sais pas si vous jeunes, vous connaissez la CPGL. La Communauté économique des États des pays des Grands Lacs. Communauté économique des pays des Grands Lacs. CPGL. On a eu ça. On est allé très loin. Nous avions une banque commune. On avait une institution de gaz commune. C'est ça la coopération qu'on doit faire. Mais on ne peut pas aujourd'hui accepter que ces gens-là viennent et disent que non, on prend Bunagana, on prend Kiwanda. Et notre visée, c'est comment? Nous voulons une portion de votre pays. Ils vont à Rujuru, ils vont partout, ils chassent les Congolais de leurs terres. Tous les dons qui sont là-bas. Les Congolais sont en train de partir pour venir ici vers l'intérieur. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Donc, cette coopération, il faut un gouvernement responsable. Il faut un gouvernement qui fasse comprendre aux autres, voici ce que moi j'ai, ce que j'offre. Et non, vous allez, comme on dit les gars, on vous dit, entrez dans la Eastern African Community, vous entrez. Qui peut me dire qu'il accepte que les Congos soient membres de l'Eastern African Community? Qui ici? Personne. Nous ne sommes pas de l'Afrique de l'Est. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas avoir des relations avec ces pays. Non. Les relations bilatérales, nous les avons. Cela ne veut pas dire qu'on rejette ce pays. Les Kenyans aujourd'hui viennent d'avoir 2 banques. Acheter des banques au Congo, c'est le business. Les Kenyans doivent être là. Mais nous ne pouvons pas dire que dans les opérations militaires, ces gens-là doivent venir et occuper notre pays. Non. Mais, et qu'est-ce que vous faites de la communauté de l'Afrique centrale? Qu'est-ce que vous faites de SADC parce que nous sommes membres de SADC? Si M. Félix Tshisekedi, vraiment, c'est très grave. Quand quelqu'un vient devant tout le monde, il dit que non, ne vous battez pas pour une petite portion de terre. Qu'avec l'Eastern African Community, on va construire, on va avoir un grand pays. Mais est-ce qu'il savait ce qu'il disait?
Vous allez avoir un grand pays, donc le pays, le Congo, le Rwanda, le Burundi, et tout ça, vous, parce que vous êtes grand, vous allez diriger ce pays. Ou vous allez avoir un grand pays, où M. Kagame va vous diriger, comme il est dirige aujourd'hui. C'est ça. Nous voulons une coopération responsable et avec des gens responsables. Et pour cela, il faut des dirigeants légitimes, des dirigeants capables qui savent ce qu'ils veulent. Et quand ils parlent, je vais parler à un Américain, je vais lui dire comme ça, en face, que monsieur, madame, ce que vous faites là, ce que vous dites là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais voilà ce que mon peuple veut. Ce que le peuple congolais veut. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que nous pouvons collaborer? Comment voulez-vous que ce pays qui a toutes ces ressources va sous-traiter, ou en tout cas le pays étranger, pour avoir les ressources du Congo, ces pays-là vont sous-traiter avec les pays comme le Rwanda et l'Ouganda? Comment? Parce que nous n'avons pas de gens. Et si on nous dit qu'on n'a pas de dirigeants, c'est que nous tous, nous ne sommes pas valables, nous ne sommes pas capables. Est-ce que vous acceptez? Moi, je ne peux pas accepter qu'on me dise que je ne suis pas capable. Voilà. Et dernière catégorie, c'est ce que nous appelons les réformes majeures. Il faut faire des réformes majeures. Première réforme, au niveau de la Constitution, regardez ce qu'il y a à voir. Par exemple, la nationalité congolaise. Est-ce que nous allons garder cette nationalité une et comment? Une exclusive. L'article 10 de la Constitution. La nationalité congolaise est une exclusive, elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Nous avons fait des tours, on a discuté avec les Congolaises, et la tendance majoritaire, c'est d'ouvrir la nationalité. Écoutez-moi bien. D'ouvrir la nationalité. La nationalité peut être détenue avec une autre, sauf celle des pays limitrophes. Comprenez? Vous ne pouvez pas être congolais, à la fois être zambien. Vous ne pouvez pas être congolais et à la fois être soudanais du Sud. Vous ne pouvez être congolais et à la fois être angolais, congolais de Brazzaville, ou rwandais, ou burundais, ou ougandais. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? En faisant des tours, et c'est surtout pour le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda que le problème s'est posé, nous disons dans un premier temps, et notre peuple a trouvé que, en tout cas les gens avec qui nous avons discuté, c'était responsable d'ouvrir cette nationalité dans ce sens-là. On pourra avoir des discussions. Et puis, autre réforme, que l'élection du président de la République doit revenir en 2 tours. 2 tours, premier tour, on fait ce qu'on fait, deuxième tour, les gens se regroupent et nous allons, et ça sera beaucoup plus facile que d'avoir la situation que M. Kabila nous a imposée ici, d'avoir un seul tour. Autre réforme, c'est au niveau de la fiscalité, au niveau de l'élargissement de l'espace budgétaire. Nous allons travailler pour élargir l'espace budgétaire afin de donner l'argent, le moyen à l'État pour faire tout ce que nous avons. Pour l'intégrité territoriale, il faut une armée. Et l'armée doit être formée, l'armée doit être équipée, l'armée doit avoir des moyens. Donc il faut élargir la cible. Voilà, jeunes gens, mes frères et sœurs, ça, demain, je prends les commandes du pays. C'est ça qu'on va appliquer. Et je vous donnerai le détail. Il y a des gens qui disent que, nous parlons et nous disons rien de ce que nous allons faire. Est-ce que ça c'est rien? Non. Est-ce que ça c'est rien? Non. Vous avez compris? Oui. Ok. Est-ce que j'ai... Nous, c'est l'esquisse de notre programme. Le programme que nous allons proposer au peuple congolais. Et je commence déjà. On va recueillir vos commentaires. Je vous laisse poser des questions. Merci beaucoup pour cette opportunité, Monsieur le Président. En fait, moi, c'est Arsène Kabé. Je voudrais peut-être intervenir sur ce que je qualifie la mystification de notre système électoral.
Monsieur le Président, vous venez de balayer ici, je crois qu'en passant, sur les élections que vous aimeriez que ce soit en 2 tours. Donc on doit quitter le système à 1 tour vers le système à 2 tours. D'abord que nous suivons il y a quelques temps sur le média, locaux et étrangers, vous êtes en train de décrier l'institutionnalisation. En fait, ce qui anime les animateurs de notre institution, c'est mais ne voyez-vous pas que vous nous amenez vers une tour de Babel, si vous permettez cette expression, parce que c'est les animateurs qui posent problème, ou soit c'est les systèmes en question. Si on change de celui qui serait considéré aujourd'hui comme démon et qu'on nous amènerait un ange avec le même système, mais on tomberait toujours dans des situations que nous décrions et que vous avez décriées en 2018, soit sur la légitimité, soit sur la légalité ou la constitutionnalité. Et si jamais on serait peut-être dans cette circonstance que la CENI proclamerait telle et que la Cour donnerait telle autre, pour ne pas citer les systèmes de 2010 en Côte d'Ivoire, mais on se baignerait dans un système où il y aura soit la suprématie entre l'égalité ou la légitimité, pour ne pas citer l'effectivité. C'est dans ce sens-là que j'aimerais peut-être que vous nous balayez sur quand même que les systèmes électoraux soient compris de tout le monde. Il ne faudrait pas que ce soit le seul apanage des juristes, des constitutionnalistes ou des électoralistes. Voilà en quelque sorte. Merci. La CENI est une institution instituée par l'article 211 de notre Constitution. Il est dit que cette institution, comme son nom l'indique, doit être totalement indépendante. Mais elle ne l'est pas. Aujourd'hui, M. Kadima n'est pas indépendant. Ce que M. Kadima fait avec, parce que c'est lui l'animateur numéro 1 de la CENI, la composition déjà de la CENI est une composition qui n'a pas obéi à la règle. Vous savez, vous êtes avocat, et dans ce genre d'institution, c'est qu'il faut que tout le monde soit là. Si tout le monde soit là, et les gens se surveillent. On a créé la CENI simplement pour ne pas faire dépendre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, au gouvernement qui était en place, étant donné que beaucoup de pays sortaient de la guerre, beaucoup de pays de système dictatorial, donc il fallait une institution indépendante. Mais là, aujourd'hui, l'impartialité n'existait pas. S'il y a des gens d'une tendance, deuxième tendance, troisième tendance, quatrième, ces gens-là vont aller là-bas, ils vont se surveiller. Aujourd'hui, toute la CENI, tous les organes de la CENI sont occupés par le membre d'une seule famille politique, l'Union sacrée de M. Tshisekedi. Est-ce qu'on peut accepter ça? Donc c'est pour ça que nous décrions la CENI. Ce n'est pas pour décrier pour le plaisir de décrier. Mais vous avez raison. Mais qui font les institutions? C'est les hommes et les femmes qui travaillent dans ces institutions. Ce qui est écrit dans la loi, quand vous lisez l'article 211 de la Constitution, on dit que la CENI fait le travail d'enrôlement des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. C'est le travail de la CENI. Mais la CENI doit faire ce travail comment? On ne peut pas venir ici, on dit qu'on commence à enrôler les mineurs. On ne va pas cacher, on donne des machines, des kits électoraux à des individus pour qu'ils fassent des enrôlements dans leur maison. Donc je suis d'accord avec vous, mais il faut, je vais pas aller loin dans la suprématie de la légalité ou de la légitimité, mais ce qu'il faut dans un pays, d'abord, la légitimité. Et la légitimité va faire que les gens appliquent la Constitution et les lois du pays et que la légalité soit respectée. Merci. Président, nous vous remercions d'abord pour l'effort que vous avez consenti de vous déplacer de la capitale jusqu'ici. Nous vous cherchions tellement, mais aujourd'hui, Dieu nous a aidés pour vous rencontrer. Les élections de la fois passée,
Nous avons eu la chance de nous déplacer de nos demeures, faire tout ce qu'il fallait faire pour aller élire le président Martin Fayulu, avec notre espoir que s'il passe, le pays sera dans la paix. Hélas, nous étions surpris que le président élu est Martin Fayulu, mais qui ne dirige pas. Pourquoi il n'a pas dirigé le pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Aujourd'hui, nous vous voyons, comme vous étiez venu encore avant, vous nous avez parlé, ça nous a vraiment éveillés. Qu'est-ce qui prouve que si nous allons encore gaspiller notre temps pour vous voter, vous n'allez pas encore diriger? Qu'est-ce qui prouve vraiment que si nous allons encore voter, en tout cas, je voulais finir, je voulais chuter. Personnellement, je dis bien personnellement, ça m'a découragé de gaspiller encore mon temps pour aller voter les hommes. Pourquoi je dis ça? Depuis que les Belges sont partis, ce ne sont que les hommes qui s'échangent sur la chaise du pouvoir, mais rien ne change au Congo. Alors je pensais que pour le moment, que je puisse donner même la chance à la femme. Peut-être si la femme dirige ce pays, tout va changer. Je vais dire des choses très intéressantes. Vous avez été élu, vous me posez la question, mais qu'est-ce qui fait que vous ne gérez pas le pays? M. Kabila vient souvent ici dans les Katanga. Si vous le voyez un jour, il faut lui poser la question. Il faut vous poser la question à M. Kabila. Pourquoi il a... Non, madame, soyons sérieux. Je dis sérieusement. Ok? Je n'ai peur que de Dieu. C'est lui le créateur. On ne s'amuse pas avec un pays. Je suis mortel, je vais passer. Comme vous, comme nous tous ici. J'étais aussi jeune comme vous. Mais aujourd'hui, je suis en train de passer au troisième âge. M. Kabila, c'est lui qui a demandé à M. Nanga Basekezi de fabriquer des chiffres, de mettre ce que vous avez décidé de côté. L'Église catholique avait des résultats. L'Église catholique a envoyé, la CENCO a envoyé ses résultats à la CENI, il y a une lettre avec des résultats territoire par territoire. Donc il faut poser la question, il y a quelqu'un qui a trouvé que non, il fallait que Fayulu ne soit pas là. Mais, qu'à cela ne tienne, nous continuons, nous sommes là aujourd'hui. Demain, il y aura l'élection et je suis content que vous puissiez faire ce que vous avez fait la fois passée. Mais vous me posez la question, qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, le résultat que vous allez produire, on va respecter la vérité des choses. En un mot, c'est ça. Qu'est-ce qui garantit? Mais c'est pour ça que nous sommes ici. Je suis venu ici à Lubumbashi depuis hier pour rencontrer les autres politiciens. J'ai une réunion avec Moïse Katumbi, avec Augustin Matata Pugno et avec Denis Sessana. Nous avons signé un communiqué ensemble, un communiqué conjoint, où nous disons, nous réunissons nos efforts, nos idées, pour faire en sorte que demain, on puisse organiser des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les élections crédibles, transparentes, c'est que vous avez mis la l'urne, quand on sort, ça donne ça, c'est transparent. Mais avant que vous ayez la l'urne, l'opération d'enregistrement, d'enrôlement des électeurs, soit une opération transparente, claire, qu'on sache que tout Congolais, toute Congolaise, en âge de voter en ce moment-là, puisse avoir sa carte d'électeur. Que cette opération
on va donner les chiffres des gens enrôlés, c'est-à-dire des électeurs, que cela reflète la réalité sur le terrain, la réalité de chaque circonscription du pays. Et non quelqu'un qui dit que non, moi je vais avoir plus de députés, j'augmente. Je serai candidat là-bas, ces gens-là sont favorables à moi, j'augmente. Non. Et nous avons dit que nous avons commencé des actions sur le terrain. C'est ces actions-là. Et là, vous devez participer. En France, vous voyez comment les gens participent. Ils sont à la 40e manifestation, démonstration de force pour dire non. Et si demain, nous disons tous non à la tricherie, à la tricherie. Donc, c'est ça que nous faisons. Nous, au niveau de la MOUCA, nous avons mis en place ce que nous appelons COER, la coordination des opérations électorales et la MOUCA. Nous avons envoyé des gens partout pour voir tout ce qui se faisait pendant l'enrôlement. Nous avons décelé tous les cas de fraude. Nous avons vu les enfants mineurs, nous avons vu les policiers, les techniciens de la CNI démonter l'argent. Nous avons vu des mamans, des papas qui sont rentrés parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas payer. Nous avons vu des gens faire 30, 40 km pour aller chercher un centre d'inscription. Nous avons vu, et vous, à Kassobalé, celle-ci, vous avez vu des camions accidentés, des véhicules avec des kits électoraux, comme à Chikapa. Nous avons vu des gens à Simaniba avec des cartes d'électeurs. Nous avons vu des gens à Kinshasa avec des kits électoraux, mais ils n'avaient pas le droit de posséder ou de détenir ces kits. Donc, aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Tshisekedi, qui n'a pas été élu, pense que le seul moyen pour lui, c'est d'opérer notre fraude à sa façon. Et il a mis les siens, et nous disons non. Ce que nous avons fait aujourd'hui, ce qui va venir demain déterminera la revendication qu'on fera. Si quelqu'un vote dans ces manifestes, quand nous avons été à Kisangani, nous avons pris 30 résolutions. Et s'il y a pris 30 résolutions, la dernière résolution, la 30e, dit ceci, je le cite de mémoire, si d'aventure, quelqu'un demain vole la victoire du peuple, votre victoire, vous n'avez pas à attendre le mot d'ordre. Le mot d'ordre est déjà donné, c'était le 14 juillet dernier. Vous sortez dehors, vous resterez dehors jusqu'à ce que la vérité soit rétablie. Donc, dès à présent, nous nous engageons à surveiller ces élections comme du lait sur le feu. Maman, comment tu dis ça en soyez? Hein? Ok. Donc, autre chose, vous avez posé. Non, je crois que j'ai répondu à la question. Mais surtout, ne commettez pas l'erreur de ne pas aller voter. Ne commettez pas cette erreur. Allez voter et les jeunes, vous restez là. Là, vous attendez les dépouillements. Vous regardez les dépouillements et vous demandez qu'on affiche les résultats, qu'on annonce les résultats. Qui a eu combien, le premier, deuxième, ainsi de suite. Et puis, notez. Vous devez vous-même surveiller. La surveillance citoyenne, on va gagner. Ne vous en faites pas. Merci. Président, est-ce qu'on peut avoir une petite discussion par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté? Et que pensez-vous de la loi Tchad? Comme on dit à la Lingala, on a dit au Lotindoto, au Yé, au Misimakam. Ou bien quelqu'un vous commande quelque chose et vous venez, vous commencez à prendre tous les pays en otage et les gens commencent à discuter des choses. La loi Tchani, si vous l'appelez comme ça, si les Congolais veulent discuter de ce qui est écrit, de dire, voilà, pour être candidat président de la République ou pour occuper certaines fonctions importantes au niveau des institutions de la République, il faut tel critère. Les Congolais peuvent discuter de ça, libre aux Congolais, mais ça ne va pas se discuter comme on veut le faire maintenant. On ne peut pas dire, on a les élections.
nous sommes au mois d'avril. La session de mars, vous inscrivez une question, une loi qui doit être discutée pour que les gens qui vont s'inscrire sur les listes électorales au mois de septembre, que cette loi-là les frappe. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez déjà vu ça dans un pays? Dans tout pays au monde, dans des pays sérieux, normaux, une telle proposition, ça doit déjà passer partout. Ça doit venir d'ici. Vous, les Congolais et Congolais de Lubumbashi, qu'est-ce que vous dites? Vous avez un mot à dire. Ceux qui sont à Oruesi, ceux qui sont à Likasi, ceux qui sont là-bas au Tanganyika, ils doivent dire quelque chose. Ça s'appelle en anglais le focus group. On va prendre un groupe, on discute, et puis une loi comme ça. La discussion d'une loi de ce type-là, ça c'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. C'est une loi qui doit. Ça concerne tous les Congolais. Ça ne concerne pas 1 ou 2 individus. Donc si la loi est faite pour chasser ou empêcher quelqu'un d'être candidat, mais la loi doit être personnelle. Il y a des raisons, on doit avoir des raisons valables pour dire que, voilà, nous mettons ces conditions avec des motivations, dans les feuilles de travail, dans les documents, dans les brouillons, et tout ça, on doit avoir ces documents, dans les focus groups, dans les groupes de discussion. On doit discuter et avoir, et quand on arrive au Parlement, si on doit arriver au Parlement, mais une telle loi, cher, je n'ai pas retenu votre nom, cher Frédéric, pensez-vous qu'une telle loi, c'est cette assemblée qui doit discuter, qui doit en débattre? Une assemblée qui, vous ne savez pas qui la majorité vient de. On a changé la majorité en cours d'exercice. Une assemblée qui a violé son propre règlement intérieur. Cette assemblée n'est pas qualifiée. Et même si elle était qualifiée, une telle loi, ne pensez-vous pas que ça doit aller au référendum? Si jamais. Donc, alors, je vous donne des explications pour ne pas dire non, Fayulu veut bloquer la discussion et tout ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas viser un peuple. Donc, je suis totalement contre des propositions qui visent, ou même des projets de loi qui visent les individus directement. Il faut laisser la chance à tout le monde. Alors, maintenant, le peuple qui va voter, si le peuple pense que tel ou tel autre individu ne remplit pas des critères, mais ce peuple doit sanctionner, n'est-ce pas? En attendant que les choses, qu'on ait des institutions correctes et que les gens soient, juges en âme et conscience. Aujourd'hui, ce que M. Tshisekedi est en train de faire, c'est du gangsterisme. Merci. Alors, il y avait ensuite une sous-question. Nous sommes venus ici à 4. Nous avons signé une déclaration commune pour faire de tout notre mieux et le peuple congolais pour pousser à ce qui est organisation des élections. Et j'ai dit, il faut prendre des cadres transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Apaisées, ça veut dire, après les élections, il n'y a pas de guerre. Merci. J'ai une question que je vous parle en tant que jeune. Monsieur le Président, vous avez parlé de la jeunesse engagée, Monsieur le Président. Nous, jeunes, quand on nous a donné le temps de nous engager, nous sommes engagés. Et pour vous, nous avons subi tout. Nous avons subi des gaz lacrymogènes. Nous avons été tabassés par la police. Et nous avons tiré tout ça, Monsieur le Président, pour nous exprimer et montrer notre choix qui était vous, M. Martin Fayulu. Et nous sommes exprimés. Et tant que vous, hommes politiques, qu'est-ce que vous avez déjà prévu avec la classe politique congolaise pour garantir la sécurité de cette jeunesse, ou bien pour garantir une campagne électorale apaisée avec que cette jeunesse qui est maltraitée par la même police qui est encore aujourd'hui ne puisse pas subir les mêmes sorts qu'en 2018. Nous faisons, si vous venez à Kinshasa et nous envoyons partout, c'est pour cela il faut
nous parlons de la situation sécuritaire du pays. Qu'est-ce qui se passe? Partout, pas simplement dans le Kivu, partout aujourd'hui à Kwamoud ou dans les Bagdad. Qu'est-ce qui se passe dans les pays d'Obi? Qu'est-ce qui se passe dans l'Est? Partout où on tue, nous nous relevons et nous informons la population. Ce que nous devons faire, et on le dit, il faut être vigilant, il faut qu'on s'engage. Ne vous soustrayez pas de ces combats pour vous extraire. C'est le combat de tout le monde. Et nous sommes là comme leaders au devant pour vous conduire et arriver tous à voir ces élections crédibles. Ce que nous faisons, c'est ça. Nous dénonçons le 22 décembre dernier. J'ai présenté deux tableaux où je disais, voilà, électeurs attendus. La CENI nous a présenté un tableau. J'ai dit, surestimation, sous-estimation. Deuxième tableau, où les titres de l'exposé, c'était opération d'enlèvement, opérationnalisation de la fraude électorale par la CENI. Mais s'il faut continuer à parler, vous intervenez dans les programmes de télévision et de radio, vous allez sur Internet, vous donnez votre point de vue. C'est ça le contrôle citoyen. Il ne faut pas attendre de quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Nous allons peut-être laisser le président sortir. Merci. La presse locale. La presse locale? Oui. Ça va, maman? Oui, allez-y. Voilà, président Martin Fayulu, vous venez d'échanger avec... Nous avons présenté à la jeunesse du Haut-Katanga le manifeste des Kisangani. La jeunesse nous a posé la question, comment faire pour, ici au Congo, pour bâtir un pays libre, fort, digne et prospère. Comment développer le Congo en un mot? Comment faire pour que le Congo soit un pays normal comme les autres pays du monde? Nous avons dit que nous avons réfléchi intensément sur cette question-là et nous avons produit un manifeste qui comprend 18 défis. Et les 18 défis sont répartis en 4 sections. La première, ce sont les prérequis. Les prérequis, il y en a 4. C'est-à-dire un état de droit, c'est-à-dire l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et la gouvernance interne. La deuxième section, ça comprend les priorités. Ces priorités sont l'agriculture, l'éducation, l'agriculture, la santé, l'eau et l'électricité. Vous avez l'entrepreneuriat, vous avez les infrastructures et l'écologie. Troisième section, ce sont ce que nous appelons les autres défis. Et là, vous avez l'identité culturelle congolaise, vous avez la famille, la femme, la citoyenneté et les personnes vivant avec handicap, vous avez la jeunesse engagée pour le développement, vous avez l'élite congolaise, l'élite religieuse, la diaspora et aussi la coopération régionale et internationale. Et vous avez la dernière section qui comprend les réformes majeures, réformes constitutionnelles. Qu'est-ce qu'on doit réformer? La loi sur la nationalité congolaise. Est-ce qu'elle peut être détenue concurremment avec une autre? Nous avons donné l'explication. Et comment élargir l'assiette fiscale, le budget de l'État. Avoir un budget pour développer tout notre programme. Voilà ce que j'ai dit aux amis ici et j'ai trouvé qu'il y avait un intérêt
et que les jeunes du Congo sont engagés réellement à ce que demain, ils soient émancipés, à ce qu'ils sortent des jougs dans lesquels on nous a mis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous, en tant que leader d'opinion, qu'est-ce que vous pouvez dire comme lutte contre les tribalismes aujourd'hui? Les tribalismes, vous avez raison. Les tribalismes, tout le monde ne soit pas d'un point. Oui, j'ai compris. C'est lui qui a instauré les tribalismes. On ne peut pas accepter ça. Lui, dommage, à son âge, lui, né à Kinshasa, à son âge, vu tout ce qu'il a vu dans ce monde, il vient, il instaure le tribalisme. Nous n'accepterons jamais le tribalisme au Congo. C'est pour cela que les manifestes sont développés sous le thème Congo, Écolo, Moko. Un Congo, indivisible, qui ne doit à aucun cas être balkanisé. Merci beaucoup, M. Lafrance. Allez-y. Ah, mais il fallait poser là-bas. Déjà. Faut-il lui faire Vous voyez avec Banza comme ça, vous voyez. Oh, professeur, c'est bien. Je ne vais pas vous retenir davantage, vous êtes fatigué. Je voudrais juste dire ceci. Je vous déjà dit à M. Lambert. Il y a eu le manifeste national. Un très beau texte. Ça a été démontré en 1984 et à Matanda. Ça a été démontré un très beau texte. Ça n'a rien donné parce qu'on n'a pas commencé à former les citoyens, forger. On a parlé de 5 chantiers à un moment donné. Ça n'a rien donné. Pour moi, il n'y a pas ce chantier l'homme congolais. Alors, si vous ne travaillez pas à reformer l'homme congolais, monsieur le président Koyoulou. Professeur honorable, vous savez, les titres des programmes de 2018, les titres, c'est les titres de notre productivité. Investir dans les citoyens pour développer la capacité. Chevènement des pays, nous devons former les moyens, nous devons former les pays, nous devons apprendre à former les citoyens. Regardez ce que font les particuliers des Américains. Ils forment les citoyens dans le compétent. Vous êtes américain, vous devez respecter votre drapeau, vous devez respecter l'immigration, vous avez un pays le gouvernement des filles, il y en a pas au ciel. Il a pensé avoir un plan pour forger Dynamique.